Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire. Bonjour Laurence, bonjour Félix. Salut, salut. Alors, on va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte petit à petit. Aujourd'hui, on est tous les trois pour vous parler d'un sujet que beaucoup s'intéressent. Je vais le diffuser tout de suite à l'écran, comme ça on va le voir et on va prendre un petit peu de temps de se présenter tous les trois. On va parler de l'espace de travail quand ça devient vraiment un levier de culture et de performance pour une entreprise et comment concrètement on mobilise, on engage et on attire ses talents dans son espace de travail. On va faire un focus un petit peu plus sur l'espace de travail bureau. On s'entend qu'il y a quand même des données là-dedans qui recoupent d'autres types d'espaces de travail. Mais aujourd'hui, on va parler particulièrement de l'espace de bureau. Avant même de plonger dans ce sujet-là, j'aimerais présenter nos experts à la table, Laurence Richard et Félix-Antoine Rajotte. Laurence, je te laisse te présenter rapidement. All right, merci. Laurence Richard, directrice de projet chez Avantage Plus, chez A+, en fait, depuis 2 ans et demi environ, puis ça fait presque 10 ans maintenant que je me spécialise dans les environnements de travail, principalement pour les bureaux. Donc, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup aujourd'hui. Merci Laurence. Félix-Antoine Rajotte, concepteur chez A+, depuis maintenant aussi près de 3 ans, donc autour de 10 ans d'expérience dans divers milieux, mais le bureau, c'est vraiment la partie que je trouve le plus intéressante en architecture et en design. Donc, très excité de parler avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et moi-même, donc directrice marketing de croissance chez A+, depuis 2 petites années maintenant, à travers tout ce bel univers qui est la conception, la gestion intégrée de projet et la construction de bureaux. On en parlera un petit peu plus à la fin. Je pense que sans plus tarder, on va commencer à aller dans ce sujet-là. Donc, je le rappelle, aujourd'hui, on va parler de comment concevoir des bureaux qui attirent, mobilisent et retiennent des talents. C'est un grand sujet, surtout après 6 années après cette pandémie qui a touché le monde entier. On est à revoir un petit peu des systèmes, des cultures de travail, et on va vous en parler à travers cette petite heure ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat sur le côté. On les prendra soit au fur et à mesure si le moment s'y prête, soit à la fin. Et voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Sur ce, allons dans l'ordre du jour. On va vous donner un petit peu de contexte sur ce sujet en particulier. On va aussi essayer d'analyser un cas concret à travers notre présentation. On vous laisse ça pas trop théorique, on vous laisse ça vraiment pratique. Donc, on va vous amener un petit peu de théorie, mais aussi un peu de pratique sur un cas concret pour voir comment tout ça se met en place. On va passer à travers le qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi l'espace ressemble à ça, à travers les différentes cultures organisationnelles, bref, à travers ces différents points. Et puis ensuite, on vous parlera de l'expertise A+. Donc, un petit peu de contexte. Le design des espaces de travail n'est pas qu'une question d'esthétique. On entend parfois dire oui, mais il faut avoir de beaux espaces. Oui, mais qu'est-ce que c'est que de beaux espaces et comment ça se traduit dans la réalité d'une entreprise? Donc, l'espace de travail, c'est un signal qui est quand même fort, qui est envoyé à la fois à vos équipes à l'interne, mais à vos clients, à vos fournisseurs, en fait, à tout l'écosystème avec lequel vous travaillez. Dans un contexte où c'est de plus en plus difficile d'attirer les talents, de venir au bureau, de les engager, de venir sur l'espace de travail. Encore une fois, c'est pas obligé d'être au bureau, mais en tout cas là où se passe l'activité. C'est de plus en plus difficile aussi d'avoir une certaine cohésion culturelle. C'est des enjeux stratégiques. Donc aujourd'hui, on va parler d'aménagement. Quelles sont les bonnes décisions, les bons chemins à prendre en termes d'aménagement d'espace pour pouvoir mobiliser tout ce beau monde autour du travail et de la mission de l'entreprise. On ouvre avec quelques chiffres. Vous inquiétez pas, on va pas vous donner des chiffres tout le long, mais on trouvait ces chiffres intéressants parce que ça parle du désengagement dans le milieu du travail. Alors, comme on disait tantôt, il y a eu la pandémie, c'est sûr. On le voit sur le graphique sur le côté droit, l'engagement mondial des employés. Il y a eu un pic qui est arrivé vraiment à son extrême dans les années 2020, et puis on a eu un creux ensuite. Quand on parle d'engagement d'employés, on parle vraiment du lien psychologique qu'a l'employé par rapport à son entreprise, à son milieu de travail et à la
mission à son équipe et son employeur, pardon. Donc c'est tous les éléments qui composent son lien, puis sa motivation, son engagement. Quand on parle d'engagement, on parle aussi souvent de productivité. Un employé qui est moins engagé, la productivité baisse. Donc ce qui nous amène sur les petits chiffres sur le côté. Le désengagement au travail, ça a provoqué en 2025 une perte de 10 trillions de dollars. Pas négligeable, on s'entend. Ça, c'est à l'échelle vraiment mondiale. Et une baisse de productivité de quasiment moins 20%. Donc, pareil, toujours lié au désengagement. On a un moins 23% à l'échelle mondiale aussi de rentabilité sur les différentes entreprises en termes de dollars qui rentrent, vu que les gens sont désengagés. Donc, tous ces chiffres, ça fait un petit peu peur à la fois et il y a des solutions derrière. Donc, on va les mettre en place. On vous propose de les mettre en place dans votre entreprise. On va vous en parler. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette slide. On va passer donc à travers le qui, concrètement, qui sont les gens derrière le bureau, derrière l'espace de travail, comment on vient prendre en compte ces personnes-là, ces individus-là, donc les gens et l'approche humaine, le quoi, quelle est la mission et la culture de l'entreprise. On verra même qu'il y a plus d'une culture dans une entreprise. Ensuite, on va passer à travers le où, c'est-à-dire comment on met en place un aménagement plutôt flexible au sein de l'écosystème géographique, j'allais dire, enfin l'entreprise elle-même. Le quand, la trame d'évolution, ça va être hyper intéressant de voir l'historique de tout ce qui a été évolué au cours des dernières années en termes d'espace de travail. Le comment assembler ces espaces pour faire vivre ces différentes cultures et ces différents individus à travers leurs missions et leurs tâches au quotidien. Et le pourquoi on propose cette approche. Cas concret. Donc aujourd'hui, je vais me mettre un peu dans les chaussures. Je vais venir challenger Laurence et Félix. Je vais me mettre dans les chaussures d'un CEO, d'une entreprise technologique d'environ 100 employés qui est en hyper croissance, donc en forte croissance, toujours à garder en tête aussi dans le contexte. Je suis sur une culture organisationnelle. On va en parler un petit peu après pour déterminer ce que c'est qu'une culture organisationnelle. Je suis sur une culture organisationnelle collaborative dans mon entreprise. Et mon enjeu clé aujourd'hui, c'est un besoin de flexibilité et une capacité d'adaptation dans mes bureaux, comme beaucoup d'entreprises en 2026. On va aller directement dans le qui, les 3 composantes de l'entreprise, l'ADN. Je propose que Laurence, tu nous en parles un petit peu. Oui, certainement. Merci. En fait, avant de commencer un projet en aménagement, c'est super important de juste bien venir saisir qui est l'entreprise, qui sont les gens qui travaillent dans l'entreprise et puis qu'est-ce qui fait en sorte que c'est unique. Fait qu'un peu l'ADN, ce que ça veut dire par là, c'est comment rendre, en fait, si on était pour dire qui est cette entreprise-là, puis un peu lui donner une personnalité, de lui donner un ADN pour bien venir comprendre la personne, pour bien aménager les espaces, pour faire en sorte que ça lui ressemble, par exemple. Fait qu'il y a 3 composantes essentielles, à mon avis. La première, c'est vraiment la mission de l'entreprise. Toute entreprise existe pour un but, une mission. Donc, vraiment, qu'est-ce qui fait en sorte que l'entreprise, elle est ce qu'elle est, quelles sont les tâches au quotidien qu'elle font. Fait que la mission, c'est vraiment ce que l'entreprise va relever comme défi. Et puis, on a également la patte des valeurs. Les valeurs, chaque entreprise a ses propres valeurs. Fait qu'au-delà du fait qu'une entreprise pourrait potentiellement avoir la même mission, ça ne veut pas dire qu'ils ont nécessairement les mêmes valeurs qui vont être véhiculées à l'interne dans la compagnie. Fait que les valeurs, on fait vraiment référence aux croyances, aux principes, vraiment qu'est-ce qui fait en sorte de comment on prend nos décisions au quotidien, puis également des valeurs qui sont un petit peu plus personnelles. Puis la 3e patte, qui est une de mes préférées, en fait, surtout parce que je conçois des espaces, ce sont les habitudes. Les habitudes, c'est souvent des choses qui sont un peu, en fait, inconscientes. Par exemple, si on a les habitudes de se ramasser à la machine à café puis prendre des cafés pendant 15-20 minutes, puis c'est vraiment quelque chose qui est ancré, ben pourquoi pas, par exemple, développer un petit café à l'interne puis lui donner un coin pour supporter ces habitudes-là, puis bien supporter, dans le fond, la mission, les valeurs. Donc, l'ADN, c'est vraiment de venir personnaliser, en fait, l'entreprise. C'est bien d'y penser avant même de concevoir un espace. Ok, donc Félix, toi, tu dirais que c'est quelque chose qu'on garde toujours en tête quand on commence à penser à un espace? Définitivement, tu sais, je vais répondre un peu plus axé sur justement les habitudes. Tu sais, les habitudes, c'est quelque chose qui est très ancré au Québec. On fait des événements dans les bureaux maintenant. On a des 5 à 7, on a souvent des soupers, des événements, des town halls, des présentations à l'échelle de l'entreprise. Donc, c'est ce genre d'éléments qui sont importants. C'est important d'y penser dès le début. On va attribuer des espaces du pied carré liés à ces habitudes-là. Puis, dans le fond,
par rapport à tout l'ensemble des valeurs et des missions, mais on va attribuer un peu plus l'esthétique liée à ça. Les valeurs, est-ce qu'on a quelque chose qui est ancré dans l'environnement, qu'on a le bien-être de nos employés à cœur? C'est tous des éléments qui vont peser dans la balance dans le concept d'un projet d'un espace de bureau. Et super, donc ça c'est vraiment l'ADN au global de l'entreprise. Et après, évidemment, il y a l'entreprise, mais il y a aussi les individus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Laurence, de ces différents profils d'individus qu'on voit là? Oui, totalement. Puis même que je vous invite à chaque slide un peu qu'on montre de vous poser en fait la question de où on se trouve, dans quel individu on est. Fait on a une entreprise et on a toutes sortes de personnes dans l'entreprise, différentes personnalités et différents profils utilisateurs. Quand je dis profil utilisateur, je fais vraiment plus référence aux tâches quotidiennes qu'on a besoin de faire versus les préférences en aménagement ou notre propre personnalité. Ici, je fais vraiment référence aux tâches au quotidien qu'on fait dans notre day-to-day dans la semaine. Par exemple, si on prend la personne qui est un petit peu plus focalisée, là, on va parler d'un persona d'entreprise qui, lui, a besoin potentiellement d'un petit peu plus d'être dans un bureau. En ce moment, je suis dans un bureau, justement, j'ai besoin de focaliser, j'anime un webinaire. Donc, par exemple, en ce moment, je serais un peu le profil d'une personne qui est focalisée à la tâche, qui a besoin de concentration pour effectuer ce que je dois faire. Versus qu'on a le connecteur. Le connecteur, on peut s'imaginer, par exemple, un manager d'une équipe, par exemple, et puis cette personne-là a davantage besoin de connecter avec les autres personnes pour relever les tâches. Donc, ce sont des tâches qui sont principalement un petit peu moins individuelles. On est plus en collectivité. On a besoin d'avoir une proximité avec nos gens pour venir relever notre travail. Le collaborateur, c'est quelqu'un qui va faire partie d'une équipe, qui a besoin d'avoir accès à son équipe pour relever ses tâches au quotidien. C'est un peu quelqu'un qui va être un peu nomade, soit entre les équipes, dans le bureau. On peut penser même à un Manu, CEO d'une entreprise en technologie, donc un programmeur qui a besoin de collaborer avec son équipe pour être capable de, tous ensemble, collectivement, réussir à faire une nouvelle application, par exemple. Versus que l'analytique, là, on est quelqu'un qui est un petit peu plus dans le traitement de données. On peut penser à des départements, par exemple, de comptabilité, un comptable, un estimateur, donc quelqu'un qui a un petit peu plus de chiffrier à l'écran, ferait partie, à mon avis, des analytiques. Donc, dépendamment de ce qu'on a besoin de faire au courant de la semaine, il faut juste se poser les bonnes questions, à voir comme quelles sont les tâches qu'on fait pour essayer de se créer un persona et ça va nous indiquer où s'asseoir, où aller dans une salle de meeting selon la tâche qu'on a à effectuer. Donc, toujours se poser la question de quel persona qu'on incarne au sein d'une entreprise. Et au-delà du persona qu'on incarne nous-mêmes, quand on conçoit un espace, peut-être une question pour toi, Félix, c'est quoi la cartographie? Comment on fait ça, la cartographie de ces personas en interne? En fait, ce qui est important, c'est de vraiment être capable d'alimenter chacun des connecteurs. Il faut qu'on permette à l'espace de pouvoir profiter aux tâches de chacun de ces personnes-là qui sont dans toutes les entreprises. On a toujours quelqu'un qui est plus connecteur, plus collaborateur. On a toujours, généralement, la partie analytique, il y a toujours des données ou des éléments qui sont plus sensibles puis qu'on doit se concentrer pour relever ces tâches-là. Donc, c'est vraiment important de s'assurer qu'on ait un pourcentage en fonction de l'ensemble de l'entreprise qui respecte plus ou moins les besoins des équipes puis les besoins de ces usagers-là. Ok, super, merci. Justement, pour mon cas d'usage, donc l'entreprise en technologie, une entreprise de développement logiciel, disons, d'une centaine d'employés en croissance accélérée, qu'est-ce que vous me recommanderiez? Si je regarde la cartographie, par exemple, de ton entreprise, je remarque qu'on a 45% des gens qui sont un petit peu plus dans l'analyse versus qu'on a un 23% de connecteurs, puis on se dit ça des 15-17% pour focaliser collaborateurs. Ce que ça nous indique un peu, c'est qu'on ne peut pas faire une approche générique pour tous. Donc, on ne peut pas assumer que chaque persona doit avoir le même poste de travail, le même environnement de travail. Donc, c'est vraiment pour venir indiquer, dans le fond, les personas qui sont un petit peu plus dominants dans ton entreprise. On pourrait se dire que les analytiques ont, par exemple, tout le monde le même setup d'ordinateur au niveau également des équipements, les petits équipements technologiques, le bureau et tout. Mais tout ça veut dire en sorte qu'il faut juste un petit peu plus creuser dans, en fait, les personas pour ne pas avoir, on va dire en anglais, un bulk approach. D'avoir un bulk approach n'est pas nécessairement la bonne solution en 2026 quand on est dans une approche qui est davantage humaine, où est-ce qu'on essaie de un peu mieux comprendre les tâches et l'humain avant même de lui imposer un environnement de travail qui est le même pour tous. C'est pas comme ça que les gens seront performants. C'est l'inverse. Il faut se poser la question sur qui sont les gens, comment ils travaillent et la solution viendra par ces réponses-là et non pas l'inverse.
Je comprends. Donc, un peu plus s'attarder sur l'individu. Tout à fait. Parfait. Ce qui nous mène aussi à quand même une question. On parle beaucoup de profils de neurodiversité de plus en plus, en tout cas sur le cours des dernières années, et du rapport de la neurodiversité avec l'expérience sensorielle qu'on vit au day-to-day, qu'on vit chez nous, qu'on vit à l'extérieur, mais qu'on vit aussi au bureau. Je ne sais pas, Félix, peut-être t'entendre un petit peu sur ça. Ouais. Est-ce hypersensible, hyposensible? Oui, ben, en fait, généralement, il y a une grande partie de la population que ça se fait de façon inconsciente. Tu sais, il y a des raisons ou des facteurs clés pour lesquels on se sent bien dans un espace ou on se sent moins bien dans un espace. Puis, dans le fond, toute la notion de neurodivergence dans la conception d'un espace, ça vient vraiment de là. Il y a dans le fond, il y a deux pôles. Il y a le pôle de l'hypersensibilité, il y a le pôle de l'hyposensibilité. L'hypersensibilité, on est vraiment dans quelque chose que moindre petit élément dérangeant, ça va avoir un plus gros impact sur notre force de concentration ou sur les tâches qu'on a à réaliser. Donc, on aurait besoin d'un environnement qui est plus calme et contrôlé. Dans le cas d'un hyposensible, c'est complètement l'inverse. On a besoin de stimulation, il y a besoin d'avoir un brouhaha, un bruit de fond, des conversations autour de nous pour qu'on soit capable de vraiment focusser puis élaborer nos tâches. Puis justement, on va excusez-moi l'anglicisme, mais thrive dans un environnement qui est vraiment bruyant, actif, dynamique. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de s'assurer de répondre aux besoins de toutes ces personnes-là, de A à Z de l'environnement. Fait que créer des zones qui sont un peu plus concentrées, vraiment plus focus, plus silencieuses, moins dynamiques. Avoir des zones de collaboration un peu entre tout ça, donc des zones qui permettent un peu les deux types d'usagers d'être bien à l'intérieur de ces zones-là. Puis avoir des zones justement qui sont un peu plus dynamiques dans le brouhaha, axées sur la collaboration, axées sur la coordination, puis d'ajouter à ça un peu des zones de recharge. Donc, dans les zones de recharge, on parle de salles wellness, on parle de salles, des fois même des gyms à l'intérieur des bureaux, des espaces de relaxation, des espaces de méditation aussi. Ça peut être à différentes sauces, mais c'est vraiment pour permettre à tous les usagers avec leur type de sensibilité, de neurodivergence, d'être capable de se ressourcer, de se recharger dans ces espaces-là. Qui nous amène aussi donc à cette expérience sensorielle, t'en parlais un petit peu Félix, sur la vue, l'ouïe, le toucher, le thermique et l'olfactif. Donc si je comprends bien, 15 à 20% de la population est neurodivergente. Donc on fait une cartographie des profils d'utilisateurs, mais on prend aussi en compte l'individu dans toute sa spécificité pour pouvoir appliquer des cas d'usage sur donc l'olfactif, la vue. Est-ce que Laurence, tu veux nous expliquer un petit peu plus comment on intègre ça? Oui, totalement. En fait, l'idée, c'est d'avoir toujours dans le derrière de sa tête de savoir justement que 15 à 20% des gens qui font partie de la neurodivergence. Cela dit, si on a ça en tête, le cas concret numéro 1, c'est d'offrir tout simplement du choix et de la variété. Quand je dis du choix et de la variété, c'est justement d'avoir le spectre de, par exemple, on va prendre l'exemple d'une salle de meeting. On peut avoir une salle de meeting qui a le moins possible de stimuli versus une autre salle de meeting qui a le plus de stimuli. Là, j'ai pris l'exemple d'une salle de meeting, mais ça s'applique pour chacune des zones dans un aménagement de bureau. Si de là, on offre du choix et de la variété pour chacune des zones, bien, ça va offrir un cadre de performance pour tous, autant pour les gens qui sont neurodivergents parce qu'ils pourront choisir dans quel cadre ils fonctionnent le mieux, autant en hypo qu'en hyper. Et puis, ça va bénéficier en fait tout le reste de l'entreprise parce que au-delà du fait que si tu sois neurodivergent ou pas, on a quand même encore là des préférences. Puis même qu'elles peuvent varier d'une journée à l'autre. On arrive au bureau un matin, il faisait gris, on est un petit peu plus en mode moody, on veut aller dans un endroit plus calme, versus que c'est une journée ensoleillée, on file un peu plus festif, puis on va aller travailler dans la cafétéria où est-ce qu'il y a le plus de bruit possible. Fait que bref, d'offrir du choix et de la variété, ça va en faire profiter l'ensemble de ton entreprise. Et c'est comme ça que les gens pourront être par eux-mêmes performants parce que tu vas leur donner le pouvoir d'action de décider où ils vont s'installer pour faire la tâche à ce moment-là. Donc, au-delà d'avoir la neurodiversité comme concept, c'est omniprésent en fait et d'offrir du choix puis de la variété va offrir en fait, ça va faire bénéficier ton entreprise pour la performance de tous. Et puis là, si tu slides à l'autre d'après, où est-ce qu'on voit vraiment la différence en qu'est-ce qu'on veut dire par hyposensible versus hypersensible. Si je reprends, par exemple, on est dans une salle de meeting et puis que là, l'activité qu'on doit faire, c'est de créer, on est en train de brainstormer. Certaines personnes vont préférer être dans une salle qui est plutôt
neutre, des petites couleurs, pas trop de stimuli, versus que d'autres personnes vont vouloir avoir des poufs partout puis de la couleur. Bref, on veut un petit peu plus, on veut être stimulé. Je vais reprendre un exemple que des fois j'aime prendre, c'est tout le monde, on est déjà allé dans un Starbucks café, on commande et puis là, on a un petit meeting qui démarre dans 2 minutes puis il faut prendre une décision rapide de où qu'on va s'asseoir pour faire notre meeting. Des gens vont automatiquement choisir le lounge sur des sofas proches de la caisse, puis on est super bien là-dedans, versus que d'autres personnes vont prendre leur café, puis ils vont s'en aller très rapidement vers la fenêtre extérieure, la petite table en retrait, etc. comme ça. Donc, ça fait en sorte que rapidement, on est capable de se projeter dans où est-ce qu'on se sent le mieux, en fait, pour faire notre activité qu'on a à faire dans la prochaine heure. Donc, au-delà encore de la neurodivergence, on a nos préférences, puis l'idée dans une entreprise, c'est d'offrir tout le spectre, en fait, de l'hyper versus l'hypo, autant en aménagement, juste pour offrir ça, puis que tout le monde soit heureux, puis que se sente en sécurité, autant psychologique, émotionnelle et psychique dans nos espaces. Que cela joue sur la productivité aussi, donc d'offrir une diversité d'espaces pour pouvoir un petit peu se mettre où on veut. Merci beaucoup. On va aller sur le quoi. Alors le quoi, concrètement, il va s'expliquer par un concept de culture organisationnelle. Il y a 4 grandes cultures organisationnelles qui ont été déterminées. Laurence, je pense que je veux que tu aimes ça, les cultures organisationnelles. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est déjà le concept de ça, puis quelles sont les 4 cultures? Oui, tout à fait. Bien, premièrement, je veux quand même expliquer qu'une culture organisationnelle, il y en a une à l'échelle de l'entreprise, puis il y en a potentiellement une à l'échelle des départements et des équipes. C'est sûr que si on est une compagnie, Manu, tantôt, on faisait référence à CEO d'une compagnie en technologie, où est-ce que ta culture organisationnelle, on le disait dans les premières slides, que c'est une culture de collaboration. Évidemment, tes équipes doivent collaborer ensemble pour vraiment atteindre un but et un objectif commun. Cela dit, tu as différentes équipes. Tu as probablement des équipes, par exemple, qui font un petit peu plus de programmation. Tu as probablement une équipe de support. Tu as peut-être des comptables à quelque part. Tu as peut-être des programmeurs. Bref, tout le monde n'est pas nécessairement dans la même équipe. Cela dit, la compagnie a une culture qui va venir dominer. Fait que si on regarde, on a établi ici 4 cultures qui, généralement, si on les regarde, puis on fait référence à nos propres équipes de travail, moi, étant dans une équipe de conception, je me vois vraiment dans l'équipe des jaunes, la collaboration. Pour moi, c'est un environnement que je sens où est-ce que toute l'équipe ensemble, on pourrait bien travailler parce que ça représente beaucoup ce qu'on a besoin de faire. Donc, je vais essayer de les expliquer quand même rapidement. Je ne veux pas qu'on prenne trop de temps, mais la culture de collaboration, c'est principalement des endroits où est-ce que les gens vont facilement se rassembler. On voit qu'il y a des points de collaboration où est-ce qu'il y a des lounges. Les lounges vont intuitivement, en fait, inviter les gens à avoir des discussions et puis collaborer. Et juste à l'écart, il y a les tables de travail, donc une belle connectivité, en fait, entre les espaces et les joueurs clés de ton équipe pour être capable de, au quotidien, en fait, travailler ensemble. La culture de création, celle qu'on voit en vert juste en haut, là, on est vraiment dans quelque chose de il faut créer, il faut, je pense vraiment à tout des mobiliers sur roulette. Il faut que les gens, dès qu'ils ont une idée, puissent s'afficher. Fait qu'ici, dans ce cas-ci, il y a un petit peu, il y a beaucoup, pas un petit peu, il y a beaucoup justement de tableaux blancs, des surfaces où est-ce qu'on peut afficher nos idées. Le fait de voir l'idée d'une autre personne va te donner une idée. Donc, l'idée d'une culture de création, c'est vraiment pour générer des nouvelles idées qui, après ça, vont potentiellement être dispersés dans les autres équipes pour venir produire. Fait que, par exemple, on a créé l'idée et puis là, si on fait référence à la culture de performance ensuite, où est-ce qu'on voit des gens qui sont tous sur une îlot de travail, quand même avec une visibilité auprès de tes collègues. Tu n'es pas non plus dans nécessairement un cubicule ou dans des salles fermées, mais collectivement, ensemble, on va venir produire. Donc, on est plus en mode de performance, de compétitivité. On s'entend qu'en 2026, tout va vite. Il faut produire le plus rapidement possible. Donc, la culture bleue de performance, c'est vraiment d'être capable de collectivement produire le plus rapidement possible dans le même but commun. Puis la dernière culture ici, c'est la culture de contrôle. Quand on parle de contrôle, c'est un petit peu plus du contrôle de l'information, justement. Des fois, des données qui sont un petit peu plus sensibles, autant qu'on ne peut pas nécessairement parler en air ouverte au téléphone à voix haute ou vraiment l'information qui est sur les écrans. Donc là, on parle vraiment d'un petit peu plus de contrôle, en fait, de l'information. Donc, on a besoin un petit peu plus de cloisonnement dans ce cas-ci. C'est bien normal. Comme on fait référence au départ, c'est pas tout le monde qui peut bien performer dans une grande aire ouverte avec plein de bureaux et tout. Donc, c'est normal de se dire que certaines personnes ont besoin potentiellement de petits bureaux fermés. Peut-être pas pour toute la journée, mais c'est normal d'en avoir besoin à un certain égard ou de cubicules comme qu'on peut voir sur l'écran.
Donc, si je comprends bien, à l'échelle de mon use case, ma culture globale dans mon entreprise, c'est une culture de collaboration, mais à chaque équipe. Donc, tu prenais l'exemple d'avoir des programmeurs, d'avoir des ventes, des gens des ventes qui vont être plus vers une typologie. Donc, on crée des espaces vraiment pour ces équipes-là. Mais il y a une couche, je pense qu'on va y aller à la slide juste après, mais il y a une couche aussi culture d'entreprise. Donc, il y a différentes couches en fait. Exactement. L'individu fait référence aux premières slides qu'on a vues au départ où est-ce qu'il faut se poser la question, nous, sommes-nous le collaborateur, la personne qui focus un petit peu plus? Est-ce qu'on est, juste de penser à nous en premier, qui on est pour bien se situer. On fait partie d'une équipe, donc on a un sentiment d'appartenance à l'équipe qui a sa propre culture. Et ensuite de ça, nous avons la culture d'entreprise qui est vraiment celle générique qui va un petit peu plus impacter justement les lieux communs. Tantôt, on parlait d'habitudes de vie, de mission, de valeurs. Bien évidemment, tout ça, c'est un petit peu plus appliqué à l'entreprise. Si on est pour développer l'entrée, la cuisine et tout, on va plus penser à la culture d'entreprise versus que quand on va commencer à aller dans les espaces de travail où les équipes sont, on va un petit peu plus se fier à ces cultures-là pour orienter les aménagements qu'on va installer. Super. Félix, je veux bien t'entendre sur ça parce que finalement, donc, on parle des quatre cultures, puis on l'a mis en petite phrase en haut, l'espace parle avant que quiconque n'ouvre la bouche. Je pense qu'il y a aussi des petits signaux qui font qu'on se situe plus dans une culture que dans l'autre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Là, on a mis des exemples sur chacune des types de cultures. Définitivement. En fait, ici, les exemples sont très typés, donc c'est un peu plus facile de les comprendre, mais ça peut être très nuancé aussi. Si on regarde une culture collaborative, généralement, on va le voir directement dans les espaces communs. On va voir des grandes cuisines, des grands espaces qui sont au cœur de leur bureau, venir créer des zones de co-création, des zones de co-collaboration avec les équipes pour s'assurer vraiment qu'il y ait un environnement qui soit le plus adhérent possible à la collaboration. Mais par contre, aussi, toutes ces cultures-là peuvent être interreliées. On peut jouer un peu avec les cultures tout dépendant de nos tâches. On peut avoir besoin par moment d'être en collaboration, mais par moment d'avoir du contrôle aussi. Donc, quand on rentre dans un bureau de contrôle, dans un bureau d'avocat, généralement, il y a beaucoup de zones fermées, beaucoup de petits cubicules. C'est important de vraiment garder l'information, s'assurer qu'on n'a pas de transfert ou que personne ne peut entendre une conversation qui est sensible rapidement en passant dans les couloirs. Donc, on va bonifier un peu la quantité de salles fermées, la quantité d'acoustique dans les salles aussi. Dans une agence créative, justement, au contraire, on va aller à l'opposé complètement. On va aller quelque chose qui est très éclaté, très vibrant. On va avoir des zones ouvertes, des zones de brainstorm partout. Collaboration aussi, c'est très étroitement lié. Vraiment, ça va être très personnalisé aussi quand on a de la créativité. Fait qu'on va vouloir avoir quelque chose qui est vraiment très... qui permet une bonne collaboration avec les équipes, qui va pouvoir être adapté aussi dans le temps en fonction des équipes, mais avec des zones acoustiques parce que la majorité de l'espace, c'est très, très généralement bruyant, généralement très dynamique aussi. Puis dans la culture de performance, bien, on va vraiment s'assurer que les métriques sont claires pour la performance. Fait que, livrer un projet, livrer un rendu, l'objectif est commun, mais de vraiment être focus à la tâche. Ça peut être très dynamique aussi comme environnement pour s'assurer que les résultats sont obtenus rapidement. Super. Donc, on va passer au « où ». Alors, le « où », c'est vraiment comment ça se traduit, ces différentes cultures, à l'échelle à la fois de l'entreprise, des équipes, des départements et ou équipes, et de l'individu. Comment ça se traduit en termes d'espace, des différents types d'espace. Donc là, on a les types de zones adaptées. On a différentes zones, en fait, dans un espace. Parfois, on les voit, mais on ne se dit pas, ah bah tiens, ça c'est une zone plus sociale, ça c'est une zone plus de soutien. Donc c'est quoi toutes ces zones finalement à travers lesquelles on peut adapter les différentes cultures? Laurence, si tu veux y aller. C'est ça. La première étape, c'est en effet de juste avoir bien compris qui sont les personas puis qui sont les humains qui vont travailler dans un espace. Cela dit, l'espace pourrait avoir une approche un peu plus générique sur comment on développe les espaces. Je fais référence à, on prend un espace et puis là, on a vraiment un white canvas où est-ce qu'il faut maintenant déterminer ce qu'on va faire. Et puis, il y a des manières d'organiser l'espace qui peuvent se ressembler d'une entreprise à l'autre. Puis ensuite de ça, ce qui va différencier, c'est plus au niveau de l'aménagement. Là, quand je dis aménagement, je vais plus parler, par exemple, des mobiliers, puis le look and feel va différer.
Cela dit, ce schéma-là, c'est un schéma qui est très évolutif et flexible de par l'organisation même. Donc, si on prend le premier espace au centre, espace communautaire, pour moi, c'est vraiment les premiers espaces qu'on va rencontrer dès qu'on rentre dans un bureau. Donc, l'entrée, on parle possiblement de la cafétéria, les espaces dînatoires et tout. Vraiment, l'espace communautaire, c'est là qu'on pourra ressentir au maximum, en fait, la culture de l'organisation, les valeurs. En fait, c'est là que les gens vont se rassembler. En 2026, je pense que c'est inévitable que les gens recherchent de la connexion. On vient à un bureau pour connecter avec, en fait, nos collègues, c'est évident. Et puis, l'espace communautaire, c'est là qu'on pourra vraiment collaborer, vraiment aller connecter avec tous les employés au niveau de l'entreprise, versus qu'il y a des espaces sociaux qui gravitent alentour de l'espace communautaire pour être vus, par exemple, comme des espaces un peu de coworking où est-ce qu'on pourrait se rassembler entre équipes. Et puis, ça fait vraiment un tampon entre l'espace communautaire versus les espaces dédiés aux équipes. Donc, on a cette strate-là qui navigue alentour de l'espace communautaire pour également venir créer un blocage sonore. On peut s'imaginer que l'espace communautaire est très, très, très ouvert versus que les espaces sociaux ou même les espaces un peu de soutien qui sont les locaux de soutien. Quand on dit soutien, je parle de, par exemple, les rangements des vestiaires, donc tout ce que tu as besoin pour supporter quand même ton entreprise. Ça vient créer une petite barrière, en fait, de cloisonnement. Donc, on parle de mur, fait que ça vient créer une barrière également sonore entre les espaces communautaires et les espaces de travail qui ont besoin d'avoir un petit peu plus de calme. Fait que je pense que de par ce schéma-là, on vient régler beaucoup de choses, de la connexion entre les humains et également un petit peu plus de blocage sonore entre les espaces qui ont besoin de justement plus d'espaces ouverts qui sont hyper, tu sais, tantôt on parlait de hypo versus hyper, mais c'est sûr que quand on est dans le centre, c'est là qu'il y a un petit peu plus de chaos sonore parce que quand on s'en va vers les espaces de travail, c'est là que ça diminue. Et puis, il y a la notion des quartiers que, personnellement, j'adore. En fait, les quartiers, en anglais, on va appeler ça un neighborhood. Ce sont les espaces dédiés à une équipe dans laquelle, dans cet espace-là, on n'est pas obligé de dédier nécessairement le bureau, mais le fait de créer des espaces d'équipe va amener un sentiment d'appartenance à ton équipe en premier. Puis ensuite de ça, ça devient un point de repère pour chaque matin. En fait, on peut créer un rituel où est-ce qu'on va aller prendre notre café dans l'espace communautaire et puis ensuite de ça, naviguer vers ton espace dans ton quartier avec ton équipe pour avoir le sentiment d'appartenance avec ton équipe, puis vraiment avoir une cohésion, en fait, qui va se passer. Puis à travers ces points-là, on va venir partager des espaces qu'on va appeler flexibles, qui là, on va retrouver dans le fond toutes les salles collaboratives, donc salle de meeting, salle de formation, salle multifonctionnelle vraiment pour collaborer, mais dans des espaces clos. Donc ça fait un peu le portrait global de comment on peut organiser les espaces et les cultures dans différentes zones. Ok, parfait. Donc, c'est comme la composition, entre guillemets, idéale, et après, on adapte selon les différentes... D'ailleurs, Félix, comment adapterais-tu cela au cas d'usage que j'ai exposé tantôt, de se dire qu'une entreprise technologique d'une centaine de personnes en hypercroissance? Exactement. Ce qui est super intéressant avec cette approche-là, c'est que dans le fond, on vient vraiment concentrer à l'entrée, à l'accueil, les éléments, dans le fond, dans les espaces communautaires et les espaces sociaux, on vient vraiment concentrer les éléments de design. C'est vraiment là qu'on va savoir à 100% où on est, qui est cette entreprise-là. On va sentir les efforts au niveau design, au niveau de la conception. On va tout de suite comprendre les valeurs de l'entreprise, la mission un peu au travers du design de ces espaces-là. Puis par la suite, dans le fond, comme Laurence l'expliquait, on va vraiment venir tamponner ces espaces-là. Comme généralement, les espaces sociaux sont un peu plus dynamiques, un peu plus bruyants, un peu plus hyposensible. Donc, on va avoir quelque chose qui est très actif dans ces zones-là. Fait qu'on va venir le tamponner pour s'assurer que ça ne dérange pas les quartiers. Puis dans les quartiers, dans le fond, ce qui est intéressant pour faire un petit retour aux cultures organisationnelles, c'est que chaque quartier peut avoir un peu ces éléments de divergence avec la culture d'entreprise. Donc, si on a une équipe qui est un peu plus axée justement sur le contrôle, on peut ajuster les éléments de mobilier dans ces zones-là pour s'assurer que ça fonctionne. Puis on vient vraiment tamponner avec les espaces flexibles qui permettent justement le croisement entre plusieurs équipes qui ont plusieurs usages pour la collaboration ou pour justement des zones de focus. Puis par la suite, on a aussi toute la zone de régénération. Pardon. Puis dans le fond, ça va vraiment permettre d'avoir une petite connexion qui est un peu plus isolée des espaces communautaires, espaces sociaux, qui va vraiment permettre une régénération lorsqu'on a besoin d'un peu plus de calme ou d'avoir une autre approche au niveau de la régénération. Et on a une petite question dans le chat. Comment on fait finalement pour garder une cohérence dans l'espace à travers
toutes ces couches de différentes cultures et différentes zones? Est-ce qu'il y a une manière de garder une cohérence? Je pense que l'important, c'est de vraiment voir la conception d'un espace comme un gradateur. On va vraiment le concentrer, le dimmer, l'éclaircir, là, si je peux utiliser ce terme-là, mais en gardant des règles de base ou des règles générales qui sont assez uniformes dans l'espace. Donc, on va sentir un peu plus d'éléments dans certaines zones, on va le sentir un peu moins, mais on a quand même cette présence-là qui est dans notre arrière-pensée quand on fait le tour de l'espace pour s'assurer que ça soit quand même cohérent dans l'ensemble de l'espace. Je ne sais pas si ça a bien répondu à la Ben question. oui, si je peux même pousser, je pense que, tu sais, Félix, toi étant concepteur, quand tu émets un peu une direction artistique dans un projet, je pense qu'elle va être à son plein potentiel dans les espaces communautaires et sociaux et va se dégrader justement jusque dans les quartiers. Fait que la matérialité va découler, restera quand même la même. Il y a un fil conducteur au niveau visuel qui va rester au niveau de la direction artistique, tout en mettant justement des mobiliers qui sont agencés, si on peut le dire comme ça, entre les quartiers et tout, mais ça ne veut pas dire que ce sera les mêmes composantes. Cela dit, la direction artistique, comme c'est un bon référent de dire le gradateur, donc il est à son plein potentiel au départ dans les espaces plus centraux et ça va se découler jusque dans les quartiers pour garder une uniformité. Il y a toujours un fil rouge de toute manière, quoi qu'il en soit. Exact. Ok, on va passer au quand. Alors moi cette slide je l'aime beaucoup là, parce que c'est un peu une frise chronologique de comment tout cela a évolué avec le temps des années 70 en 2026 avec le petit passage pandémie au milieu. Laurence, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution justement des bureaux? Oui, tu sais, sans trop rentrer dans le détail, ce qui est intéressant dans cette slide-là, c'est de voir que l'évolution est souvent en réaction à la tendance qui la précède. Dans les années 70, quand on était dans des grands plans ouverts, on s'est un peu rendu compte que c'était trop chaotique. Justement, trop de gens dans le même espace. C'était très bruyant, les gens n'étaient pas performants. C'est là qu'on a eu l'idée, par exemple, de faire des cubicules. De faire des cubicules un peu cloisonnés. On s'est rendu compte que pas tout le monde était capable de travailler dans un cubicule. C'était pas approprié. Justement, au niveau, tu sais, quand on fait référence à ses préférences puis la tâche qu'on a à effectuer, on peut pas se dire que tout le monde peut fonctionner dans un cubicule. C'est là qu'est arrivé le travail basé sur l'activité, donc le activity-based working, en se disant, donnons de la mobilité aux gens. La mobilité vient souvent, généralement, avec un laptop, quand on parle vraiment du activity-based working, où est-ce qu'on va au bureau et puis là, on peut prendre la décision d'aller un peu n'importe où parce que, justement, l'espace nous permet de travailler de n'importe où dans des setups qui sont différents. Par contre, ça vient avec, ouais, mais là, sont où mes collègues? Je les trouve plus dans l'environnement. De là est née, en fait, l'idée de faire des quartiers pour au moins aller au bureau, avoir des rituels, mais ensuite de ça, se rassembler en équipe dans des quartiers pour avoir un sentiment d'appartenance et d'être capable d'avoir une cohésion d'équipe pour avancer au courant de la journée. Donc, après les neighborhoods, c'est là qu'est arrivé aussi un petit peu les inspirations de parfait, mais maintenant, le bureau devient un peu une destination où est-ce que on vient, oui, au bureau pour travailler, mais on vient au bureau pour connecter, évidemment. Donc, la notion un peu de hospitality est arrivée dans les années 2015 où est-ce qu'on voulait offrir justement un petit peu plus une destination. Fait que les bureaux, quand on fait référence à cette ère-là de 2015, par exemple, c'est un peu l'arrivée de faire un petit café coworking par là, des pièces régénératives, des pièces wellness, des grands jardins. Donc, un petit peu plus, dans le fond, d'immersion dans ta journée pour offrir un cadre qui soutient l'employé vraiment au niveau de toutes les sphères de la journée. Donc, tu sais, quand je parlais d'être en sécurité autant émotionnelle, psychologique et tout, ben ça vient avec un plan qui est un petit peu plus immersif. Et ce qu'on fait maintenant en 2026 aussi, on est post-pandémique, il faut le dire, c'est qu'on est centré sur l'humain. C'est que vraiment, on va prendre à cœur les besoins de l'humain, puis on va venir s'inspirer, en fait, de toutes ces grandes décennies-là pour faire un plan qui est très, très, très approprié aux humains, à l'entreprise, sans non plus s'ancrer dans une tendance. Donc, on vient prendre l'ensemble des tendances et on choisit ce qu'on en retire et ce qu'on laisse de côté pour être approprié à l'individu, au groupe et à l'entreprise. Donc 2026, c'est l'apogée de tout ce qui s'est passé. On pick and choose, on choisit un petit peu comment... Pour l'instant, on est dans le pick and choose. On va voir si on va y rester. En fait, comment ça se traduit, tout ce que tu viens de nous expliquer à travers les différentes époques, finalement, dans un plan concret? Ben oui, puis même que j'ai le goût de dire, Félix, vas-y, on a élaboré ce plan-là pour le use case de Manu CEO. Donc, tu peux y aller sur comment qu'on l'a... Quelles étaient nos intentions? Mais dans le fond, nos intentions, c'était vraiment d'être capable de, comme on le disait un peu plus tôt, là, s'assurer d'être capable de fournir un espace qui alimente chaque type d'usager. Dans le fond, on est venu
créer nos quartiers, nos zones en fonction des besoins particuliers. Puis dans les espaces flexibles, c'est surtout là qu'on est venu établir le Activity-Based Working. Donc, on est venu créer des salles de rencontres qui sont plus grandes, qui sont flexibles. On est venu créer des petites salles de rencontres pour 2 personnes, pour des petites rencontres ou pour un focus time. Puis, on est venu créer des salles de rencontres de moyenne échelle avec 8-10 personnes pour que ça puisse servir aussi de lieu de rencontre mitoyen entre les 2 quartiers. Dans les zones qui sont plus hospitality et coworking, mais dans le fond, on est venu créer une belle grande cafétéria avec un grand îlot. Comme la culture de collaboration était très importante, on a quelque chose qui est très dynamique quand on rentre dans l'espace. C'est super intéressant pour l'usager. Puis par la suite, dans la zone qui était plus cafétéria, on est venu créer une zone qui peut être flexible, coworking et cafétéria. Donc, on peut utiliser l'espace à plusieurs sauces. On pourrait l'utiliser pour aller travailler, comme Laurence l'a mentionné précédemment. On pourrait l'utiliser pour faire des rencontres d'équipe, pour focusser quand il n'y a pas grand personne dans l'espace, mais aussi sur l'heure du dîner, tout cet espace-là, ça s'anime, ça se vit, puis ça sert le double usage de servir de coworking et de salle à dîner. Par la suite, dans la zone plus hospitalité de régénération, on est venu créer un petit jardin à l'intérieur, comme on est à un étage très haut dans notre use case. Donc, on avait une vue dans cette zone-là, on voulait profiter de l'espace de la vue, ajouter de la végétation, jouer un peu avec la biophilie de l'espace pour s'assurer qu'on se sente bien dans cet espace-là, puis ça donne envie aux gens d'aller utiliser ces espaces de support-là. Sinon, j'aime ça. Bien, je suis vendue à l'idée. Non, j'aime ça, c'est super intéressant. Et je pense qu'on va arriver sur un autre concept aussi, c'est de savoir comment les espaces s'adaptent aussi. On est dans un monde d'hybride, beaucoup plus que ce qu'on l'était il y a quelques années. Donc, comment ces espaces, finalement, ils s'adaptent à l'évolution d'une entreprise en termes à la fois de masse salariale, mais en termes aussi d'activité. Une entreprise, elle peut pivoter du jour au lendemain sur un autre service, sur un autre produit. Donc, ça a certainement des impacts. Donc, on va arriver sur les espaces flexibles, évolutifs et adaptés. Laurence, est-ce que tu veux nous en dire un petit mot? Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, en faisant référence au plan qu'on vient de voir, quand on parle d'un neighborhood, on va essayer de venir le sectionner dans des petites cases qui sont tous un peu égales pour être capable de faire un aménagement quelconque. On va en revenir justement aux 5 activités qu'on voit là. Puis c'est la même chose également pour tous les espaces flexibles, par exemple, de rencontre. Bien, une salle de rencontre de type small ou medium est un peu le même, prend un peu le même empreinte au sol qu'un espace dans un quartier. Donc, quand on va parler d'un espace flexible, évolutif et adapté, c'est juste de penser un peu son floor plan, un peu comme des petits Legos qu'on va venir assembler pour être capable que, par exemple, dans pas une journée, là, mais dans une année ou dans 2 ans, Manu, je prends un exemple dans ta compagnie, si jamais tu as un lounge en open space dans ton quartier que tu n'as plus besoin, mais que tu te rends compte que ce lounge-là devrait potentiellement être entre 4 murs fermés parce qu'on a besoin d'un petit peu plus de privacy, donc dans un espace flex, c'est de vraiment prendre ton petit Lego puis de le mettre finalement dans une salle de meeting. Donc, de concevoir en fait un plan d'aménagement qui est très cartographié pour être capable de jouer avec comme un petit bloc Lego, ça devient hyper intéressant, ça devient évolutif. Puis, on peut également s'adapter au niveau de si on a 6 postes de travail qui sont un peu jumelés ensemble, on crée un îlot de travail, bien évidemment, si on veut venir évoluer puis s'adapter, on peut peut-être les partager, ces postes de travail-là. Donc, quand on parle d'un espace qui est flexible, évolutif et adapté, c'est d'être capable d'avoir une belle trame de fond qui fait en sorte qu'on peut jouer, mais de se demander, bon, mais chaque trame de ça, qu'est-ce qu'on en fait de cette petite trame-là? Puis c'est là que nous, chez A+, on va jouer avec du Activity-Based Working. Donc, on a généralement 5 activités qui prédominent. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres, puis chacune de ceux-là, tu sais, c'est un titre qu'on a donné. Donc, présenter, qu'est-ce que ça veut dire présenter? Bien, c'est peut-être en fait un meeting. Bien, nous, on est en webinaire en ce moment, on est en train de présenter en fait quelque chose. Donc, on peut penser à toutes les activités où est-ce qu'on a généralement 1 ou 2 personnes qui vont un petit peu prendre plus de place dans la séance et qui vont présenter du contenu. Une formation fait partie de, par exemple, présenter. On a également une autre activité qui s'appelle idéation. Fait qu'idéation, si on le dit en anglais, c'est du brainstorm. Donc, tous les endroits qui sont très créatifs pour venir générer des idées feront partie, en fait, d'une activité qui s'appelle idéation. On a évidemment la concentration. La concentration, ce sont toutes les activités qu'on doit faire au cours de la journée qui nous demandent un petit peu plus de concentration. Fait que généralement, des espaces un petit peu plus clos, besoin de silence pour se concentrer. On a les activités qui sont axées sur les échanges.
les échanges au quotidien, des fois, c'est pour avoir une petite conversation. Souvent, l'activité d'échange est un petit peu plus informelle au cadre de la journée, puis c'est vraiment normal. On travaille en équipe. Moi, Félix, on est dans la même équipe. Ça nous arrive des fois de juste se retirer puis d'aller dans un espace qui est juste à côté de notre îlot de travail parce qu'on a besoin d'échanger sur un sujet. Ça se crée généralement de manière informelle. Sinon, l'activité d'échanger se passe beaucoup dans les espaces communautaires, dans la cafétéria, les espaces coworking. Je pense que c'est là que les gens vont aller connecter ensemble pour échanger. Puis sinon, on a l'activité qui s'appelle produire. Évidemment, au quotidien, dans notre journée, on a besoin de produire de la documentation, produire une nouvelle application, on produit beaucoup, beaucoup. Donc, puis généralement, ça peut se faire individuel, mais ça peut également se faire collectivement. Par exemple, on pourrait s'installer quelques personnes dans une salle et de produire quelque chose collectivement. Donc, toutes les activités, c'est juste important de dire que ça peut être fait de manière individuelle, mais ça peut également être fait de manière collective. Et c'est de se poser la question, justement, de mapper un peu notre semaine et puis de comprendre quelles sont les activités qu'on fait. Ça va bien nous indiquer qu'est-ce que nous on fait, donc l'individu, qu'est-ce que le groupe a fait, et puis c'est comme ça qu'on est capable d'aller nous proposer des mobiliers qui vont supporter la tâche et non pas de donner un floor plan qui est le même pour tous et de dire aux gens de s'adapter. C'est vraiment de bien venir penser à qu'est-ce qu'on fait comme activité pour générer des idées d'aménagement qui vont soutenir la tâche des équipes et de l'entreprise. On a une question un petit peu, tu parles de mapper un peu ta semaine, en fait tes profils, tes différentes couches organisationnelles, puis aussi tes semaines. Il y a une question qui est comment on fait pour mapper ça? En fait, c'est quels sont les outils? Puis je vais passer à la slide d'après parce que c'est un des outils, je pense, qu'on peut proposer. J'adresse la question peut-être à toi, Lo, ou Laurence, ou Félix. Oui, ben, je peux y aller rapidement. Félix, tu donneras un peu plus de contexte, mais si tu prends ton calendrier Outlook et puis tu commences à mettre une pastille, un icône sur chacun de tes meetings ou de tes tâches que tu as faites, tu vas être capable de un peu justement mapper ta semaine et élaborer un certain pourcentage. On s'entend qu'il est là pour donner une idée. Il ne faut pas le prendre non plus trop à la lettre, mais c'est de là pour comprendre ce qu'on fait pour juste bien aménager. Et on va retrouver encore là les 3 stades, donc les 3 couches. Donc, on va commencer par le niveau 3. Donc, on aurait, par exemple, un individu dans l'entreprise, on a pris le personnel du connecteur. Donc, par exemple, le manager dans la semaine, bien évidemment, lui va être plus porté à avoir des échanges, puis il y aura un 10% de production versus que son équipe de travail et qui est dans une culture organisationnelle vraiment de performance. Bien évidemment, si on prend on est une équipe de 12, on va dire, et si on fait la moyenne de toute l'équipe, bien évidemment, le pourcentage de production va vraiment ressortir davantage versus que si on prend l'entreprise au complet, fait que dans ton cas, Manu, une entreprise en technologie, où est-ce que les équipes en soi, elles doivent collaborer ensemble pour vraiment réussir la mission d'entreprise, bien là, on va voir un pourcentage qui est un petit peu plus équilibré entre les tâches qui sont à faire, mais principalement, ton entreprise va présenter et faire, dans le fond, des idéations ensemble, et le reste, dans le fond, c'est plus au niveau des équipes que ça va se découler, là, les pourcentages d'activité. Donc, c'est hyper normal que l'individu, l'équipe versus l'entreprise ait des moyennes qui sont différentes. Ok, donc ça, pardon. Excuse-moi. Cet outil-là va vous servir, vous, en fait, en tant que, pour concevoir l'espace, ça veut dire, OK, ben, là, moi, je vais répercuter cette réalité-là dans comment j'aménage. Félix, je te laisse. Ouais. En fait, c'est que un peu les pourcentages des ensembles des équipes vont vraiment te permettre de dire, OK, j'ai besoin en bout de ligne, en présentation, on n'est pas à 50% des espaces qui sont en présentation, on était peut-être 25-30%. On a besoin d'avoir en réalité, peut-être un 15% de zone d'idéation sur l'ensemble en moyenne des connecteurs. Puis dans le fond, en prenant ces pourcentages-là, average, on est capable de dire, OK, si on prévoit à peu près tant de salles créatives, tant de salles de présentation, tant de zones d'échange, tant de zones de production, on voit que la production va prendre beaucoup plus d'espace dans ton cas d'usage que les zones d'idéation, par exemple. Tandis que dans d'autres types d'entreprises, ça peut être complètement l'inverse. On va avoir quelques zones de production, mais on a une grosse partie créative ou une grosse partie de concentration. C'est vraiment en faisant à peu près une moyenne de tous ces pourcentages-là pour les usagers de type qu'on va être capable de voir c'est quoi le meilleur avantage comme aménagement pour le cas d'usage. Parfait, ce qui nous amène à la slide suivante. Je fais un petit time check, il nous reste une dizaine de minutes, juste pour qu'on soit au courant. Donc là, on a mis des petites pastilles qui correspondent aux différents types en fait, d'activités. En effet. Explique-moi un petit peu, parce que ce que tu me proposes par rapport à mon cas d'usage, c'est voilà, des aménagements de mobilier dépendamment des activités.
c'est ça? Exactement. Si on voit dans votre cas d'usage, on a quelque chose qui est très collaboratif. Donc, on va avoir besoin d'une zone qui est un peu plus brainstorm. Fait qu'on va sûrement prendre un lounge, au moins dans l'espace de production, pour que les équipes puissent utiliser cet espace-là puis bénéficier des différents types d'activités qu'ils font dans une semaine. Mais on va vraiment s'axer principalement sur la production pour une grosse partie du plan, comme on l'avait vu un peu dans les schémas précédents. On peut aller jouer avec différents types d'aménagements, même pour le même usage. On recommanderait même d'aller avec différents types d'utilisation. Comme ça, on peut voir, y a-t-il des zones, des lounges qui sont plus utilisées? Y a-t-il des aménagements qui sont plus flexibles? Puis même dans le temps, on peut aller évoluer puis dire soit, OK, est-ce qu'il y a un type d'aménagement qui fonctionne moins? On le change pour celui qui fonctionne le plus. Est-ce qu'on en a besoin de 2 identiques? Pas nécessairement. Est-ce qu'on vient jouer avec différents cas d'usage pour faire évoluer le plan dans le temps? Parfait. Et donc ça s'applique concrètement, chaque zone, chaque activité s'applique concrètement sur le plan que vous me proposez. Exactement. Fait que si on regarde le plan identifié sur l'écran en ce moment, on a vraiment été en fonction des besoins des équipes. Fait qu'on a les équipes de programmation, on a les équipes de support et administration, on a une deuxième équipe de programmation. Puis en venant justement jouer avec ces aménagements-là, ça reste que le plan va être plus pérenne dans le temps. On est capable de, éventuellement, s'il y a une croissance d'entreprise, aller remplacer un lounge par une zone de travail supplémentaire. Fait qu'on vient d'ajouter peut-être un 30% d'employés supplémentaires dans la même zone, puis on peut conserver un autre lounge dans une équipe qui n'a pas grossi cette année. On peut remplacer une salle de réunion par un lounge pour avoir encore cet usage-là qui est présent dans le plan. C'est vraiment une façon d'aménager qui est plus flexible puis de créer différents types d'aménagements. On peut avoir une salle de 8 personnes qui est dans des tabourets plus hauts pour vraiment créer une dynamique qui est différente. On peut y aller avec des fauteuils lounge plutôt que des chaises d'ordinateurs conventionnels, juste pour créer un peu de rythme et un peu de variété dans l'ensemble des aménagements pour justement supporter les besoins particuliers des usagers au fil du temps. Je pense qu'il y a un mot d'ordre là-dedans aussi, c'est dans la réalité actuelle des entreprises aujourd'hui, c'est de pouvoir vraiment adapter les espaces et d'être flexible dans ton espace actuel. Donc, j'aime beaucoup cette notion d'évolutivité à chaque fois, de se dire comme, on te propose ça, mais ça pourrait très bien changer en termes d'aménagement, tout en gardant cette ligne directrice derrière. Ouais. Ok, passons un petit peu au résumé finalement des grandes étapes par lesquelles on devrait passer en termes de réflexion d'espace d'un espace de bureau. Laurence, je te laisse peut-être repasser à travers ça. Parfait, j'y vais. Évidemment, la première étape, c'est généralement on sait où est-ce qu'on s'en va, dans quel espace. Donc, on va venir essayer de zoner notre floor juste pour essayer d'avoir justement les meilleurs zonages possibles avec les quartiers qui vont être définis. Ça serait la première étape à faire. Dans la deuxième étape, c'est de commencer à concevoir les cultures organisationnelles, encore là, à tous les niveaux qu'on parlait, de l'entreprise jusqu'à l'individu. Et puis, la troisième étape, c'est de venir créer les zones aménagées. Donc là, vraiment, les activity-based working qu'on parle. Puis moi, je vous conseille de co-créer, en fait, ces zones-là. Donc, dans la première étape, Manu, je le ferai peut-être juste avec toi en tant que CEO. Je pourrais découper l'espace, te le faire approuver. On avance un peu. Mais dès qu'on commence à aménager, c'est là que moi, généralement, j'aime ça avoir un petit peu plus de gens à la table pour que chacune des équipes ait potentiellement un représentant puis ait son mot à dire pour vraiment discuter puis un peu mieux comprendre, dans le fond, les tâches au quotidien de son équipe. Fait que le mot d'ordre, quand on a rendu plus à l'étape 2 et 3, c'est de venir co-créer l'espace. Nous, on est là pour supporter. On a plein d'idées, mais vous êtes les meilleurs, en fait, pour prendre les bonnes décisions. Une image vaut 1000 mots. Généralement, tu montes un lounge versus l'autre. Les gens sont capables de se projeter, puis on peut choisir, en fait, ensemble quel kit d'aménagement va le mieux supporter les équipes de travail. Et ça en convient autant pour l'étape 3, qui est plus le open space des quartiers, versus que l'étape 4, c'est tous les espaces qui sont un petit peu plus clos. Ça reste le même principe de se dire, est-ce qu'on présente, est-ce qu'on brainstorm, puis quel mobilier va le mieux supporter, en fait, les équipes. Donc, si on passe à travers toutes ces étapes-là, généralement, on va se retrouver avec un plan d'aménagement puis des espaces qui sont justement flexibles et adaptés pour les équipes qui pourront évoluer au fil du temps, juste en simplement, des fois, changer l'aménagement à même le plan. Puis, juste un dernier mot sur c'est très une approche cartésien, oui, mais de se dire qu'un lounge, par exemple, pour brainstormer, ça peut être aussi un lounge pour socialiser. Il ne faut pas non plus le prendre à la lettre. Il y a certains aménagements qui vont fonctionner pour plusieurs types, évidemment, d'activités.
J'aime bien voir ces étapes-là parce que finalement, on cherche à répondre à la question de comment on engage et on mobilise tes talents. Mais ça suit une méthodologie là, de voir les besoins, puis d'aller à travers chacune de ces analyses-là au niveau organisationnel, entreprise. Ensuite, on descend au niveau des équipes et des individus. Puis, on le découpe dans ces fameuses zones activity-based. Ça répond Un petit vraiment mot à... je vais peut-être juste répondre à la fin de cette slide-là, justement, je vais faire du chemin sur ce que tu dis, mais de le faire de cette manière-là, c'est juste de redonner en fait le pouvoir d'action à l'individu, puis de choisir en choisissant le cadre dans lequel il se sent le plus performant ou juste par rapport à sa personnalité cette journée-là, va vraiment lui donner en fait le sentiment d'autonomie à travers sa journée, puis ça fera augmenter justement le sentiment d'appartenance et de performance et de toutes ces bonnes choses-là qu'on veut en tant qu'entreprise pour que tout le monde soit performant. Parfait. On va finir l'avant-dernier point. Il nous reste 5 minutes. Ne décrochez pas tout de suite. Le pourquoi, en fait, en gros, c'est qu'est-ce que font les meilleures organisations en 2026 pour justement engager et mobiliser les talents. Il y a différents éléments. Félix, je te laisse y aller peut-être sur ça. Oui. Bien, définitivement, créer un environnement inclusif, c'est super important. On passe beaucoup de travail, tout le monde passe beaucoup de temps au travail. Puis c'est important de se sentir inclus, de se sentir écouté, d'avoir des zones où est-ce qu'on est confortable, où est-ce qu'on est bien pour travailler, puis être performant. Donc, respecter la neurodiversité ou essayer du moins de créer une variété dans les espaces, prioriser l'ergonomie, le bien-être, essayer de prioriser la lumière, l'éclairage, les plantes. Au niveau de la biophilie, c'est super important. On sous-estime un peu l'importance de voir de la végétation, mais il y a plusieurs études qui sont là-dessus, qui sont super pertinentes. Avoir des aménagements qui sont évolutifs. Le mobilier adapté est vraiment pertinent. On est capable de justement le faire vivre au fil du temps, le faire évoluer pour s'assurer que les espaces puissent rester pérennes dans le temps, que les équipes puissent se l'approprier. Soutenir les rituels sociaux, très important aussi pour le sentiment d'appartenance. Vraiment créer des rituels, avoir des 5 à 7, avoir des événements, s'assurer que les gens aient envie de rester dans leur espace. C'est quelque chose qu'on a vu. On a créé plusieurs projets récemment où est-ce qu'on nous a dit, parmi tous les bureaux qu'on avait, celui que j'ai choisi, c'est celui-là. J'ai l'option d'aller travailler ailleurs, mais c'est vraiment cette zone-là ou cet espace-là qui est mon préféré. Fait que ça l'aide à ajouter au sentiment d'appartenance. Puis ça vient en lien aussi avec co-créer avec les usagers. C'est super important d'avoir un espace qui est adapté aux besoins de chaque équipe et de l'ensemble de l'entreprise pour que les gens aient un sentiment d'appartenance, puis qu'ils veuillent vraiment faire partie de cette organisation-là, puis veuillent vraiment passer du temps dans l'espace de l'entreprise. Oui, parce qu'on vit notre espace et on vit dedans et on vit avec. Donc, parfait. Il nous reste quelques minutes. On va pas passer à travers, mais ça, c'est un outil justement pour répondre aussi à la question de Patrick que je vais ramener dans quelques secondes, qui demande quels sont les outils pour recueillir des données, de la méthodologie, les fiches persona. Donc là, c'est une petite checklist à travers laquelle on vous propose de passer si vous êtes dans une phase de prise de décision, d'aménager un nouvel espace de bureau ou d'aller vers un nouvel espace. Donc, je vais tout de suite aux questions. Patrick nous demande justement, est-ce qu'on a d'autres outils comme ça qu'on utilise, nous, pour recueillir des données sur à la fois les personas, à la fois les cultures organisationnelles. On en a vu plusieurs au cours du webinaire, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit, Laurence et vous, Félix? Oui, bien concrètement, c'est sûr que nous, en fait, en début d'un projet avec les clients, on va faire des ateliers. Donc, c'est des outils, en fait, c'est pas nécessairement un fichier Excel qu'on a. Nous, on préfère, en fait, s'asseoir avec les gens, co-créer. Donc, on a des ateliers propices à définir les cultures, les personas et toutes les zones qui seraient le mieux adaptées. Donc, c'est pas un outil, mais c'est sous forme d'atelier. Super. J'ai une autre question, je les prends assez rapidement. Pardon, Félix, tu voulais rajouter quelque chose? On est correct? En OK. fait, les ateliers de co-création servent aussi à établir l'esthétique du projet. Fait que c'est super intéressant de justement jumeler un peu la culture organisationnelle puis l'esthétique du projet. C'est vraiment à ça que ces ateliers-là servent. Parfait. En fait, je pensais que c'était une question, mais je pense que c'est plus une réflexion. Ce serait intéressant de voir comment adapter ces réflexions pour des bureaux de plus petite taille, entre 10 et 30 employés. Effectivement, je pense que ça serait intéressant. En fait, c'est possible de le faire. On le voit, on l'a fait à plusieurs reprises. C'est sûr que les options sont plus limitées, mais on a quand même l'option de choisir un mobilier puis
un aménagement qui fonctionne avec plusieurs styles ou qui peut être adapté aussi au fil du temps pour respecter les besoins particuliers. Parfait, donc je vais finir sur ça. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire, merci pour vos questions. On va vous faire suivre la présentation, la petite checklist, parce qu'il y a pas mal d'outils aussi qui pourraient vous resservir. Un petit mot sur A+, nous on est une firme de gestion de projets collaboratifs intégrés, donc on intègre toutes les expertises pour de l'aménagement d'espaces de travail, pas que de bureaux. Comme je disais aujourd'hui, on a fait un focus sur bureaux, mais on ne fait pas que des bureaux. Il y a aussi tout le pan industriel, clinique médicale et j'en passe. Donc voilà, on est une firme qui intègre tous ces services et on vous accompagne tout au long de votre projet. Alors que vous soyez en charge d'un projet d'aménagement, que ce soit CEO, DRH, COO, qu'importe votre rôle, on accompagne aussi les courtiers et courtières immobilières à louer leurs espaces, puisque le but, c'est qu'on garantisse un budget dès les phases de conception sur un aménagement d'espace. Donc, on fait des plans, puis on se dit, voilà combien vont coûter ces plans-là à mettre en place chez vous. Donc, en termes de faisabilité, est-ce possible? Vous avez un seul point de contact, donc notre équipe, dont Laurence et Félix font partie aussi. Et on livre des designs vraiment magnifiques et optimisés pour vos différentes cultures, vos différents personas, vos différents profils d'utilisateurs et vos différentes activity-based, comme on vient de le voir aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté ce webinaire. Si jamais vous voulez prendre contact avec nous, n'hésitez pas. On a un site internet qui s'appelle avantageplus.com et au plaisir de vous revoir sur un autre webinaire. Merci Laurence, merci Félix. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt, bonne journée à tous.